Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Au programme aujourd'hui, on revient sur les événements du week-end avec de la musique, du foot et notamment une rencontre débat avec Marie-Georges Buffet. Voici les titres du journal. Les membres de l'Entente Jeune Le Fort-Verrier ont passé une soirée débat avec Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, Robert Wurtz, ancien arbitre international, et Philippe Bruet, journaliste chez OLTV, qui a animé la discussion. Parmi les thèmes abordés, l'importance du football amateur ou encore la lutte contre le dopage. Les jeunes agriculteurs du Pays de Bitche, de Moselle et des membres de la FDSEA ont rencontré la députée Nicole Triss ce vendredi 2 octobre dans une ferme à Étain. Ils ont échangé ensemble sur les différents soucis que rencontrent les agriculteurs au quotidien. Le club espoir aéronautique de Sarreguemines a inauguré un nouveau hangar d'une surface de 300 mètres carrés ce week-end. Les travaux ont démarré en octobre 2019 pour un montant de 110 000 €, dont 44 000 € ont été financés par la ville. 5 ULM pourront y être entreposés. La transhumance des moutons a eu lieu ce dimanche après-midi à Bitche. Le départ a été quelque peu retardé. En effet, il aura fallu 40 minutes pour rassembler les bêtes et les conduire vers la sortie. Les moutons n'ont pas voulu quitter leur quartier d'été sur le glacis de la Citadelle pour rejoindre la bergerie. Le Jardin pour la Paix a connu une année 2020 particulière avec la crise sanitaire. Il a ouvert ses portes le 6 juin seulement au lieu du 25 avril. Le démarrage en juin a été un peu lent, mais juillet a connu une belle affluence supérieure de 20% par rapport à l'année passée. En tout, 16 000 visiteurs ont franchi les portes du jardin cette année. Mercredi à 19h, vous avez rendez-vous sur Mosaïque Cristal pour un nouveau numéro de Polygone. Cette semaine, on s'intéresse à la galerie marchande du centre-ville de Sarreguemines. La municipalité tente une opération de sauvetage. Le Carré Louvain va-t-il sortir la tête de l'eau? Nos invités répondront à vos questions. Posez-les sur notre page Facebook ou par mail à contact@mosaïque-cristal.tv. C'est une success story et Guizens ne s'arrête plus. Il vient d'ajouter à son actif un 6e bateau à Sarralbe. Guillaume était sur place, il nous en dit plus. Et de 5, il y a quelques semaines, nous avons filmé la 5e maison flottante réalisée par la société Bottom. Colorée, très moderne, Courage va servir d'espace de coworking et a trouvé sa place dans son port d'attache à Sarrebruck. Bottom ne s'arrête pas là et est en train de construire une nouvelle maison flottante. Depuis le début de l'aventure en 2015, le travail réalisé par la société Bottom a bien changé. Le processus est aujourd'hui complètement industrialisé. 4 mois suffisent entre la commande et la livraison d'un bateau. De ces évolutions et des projets de la société Bottom, nous aurons l'occasion d'en parler dans notre duplex. Tout à fait, on y revient d'ici quelques instants, mais on commence avec un autre sujet, agribashing. C'est un mot qui peut sembler compliqué, mais qui désigne tout simplement la critique constante du secteur agricole. Une thématique abordée à Étain lors d'une rencontre entre la députée Nicole Triss et les représentants syndicaux de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Guillaume Albrecht et Guillaume Dumonteil ont assisté au débat. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Depuis 2015, il est possible de faire des propositions de loi par le biais d'un référendum d'initiative partagée, à condition qu'un 5e des membres du Parlement et 10% des personnes inscrites sur les listes électorales signent ce RIP. Concrètement, il faut au moins 185 parlementaires, députés ou sénateurs, et 4,7 millions d'électeurs. Actuellement, un RIP est populaire, le référendum pour les animaux lancé début juillet par Hugo Clément. Il contient 6 propositions et la députée de la 5e circonscription de la Moselle, Nicole Triss, a signé ce texte, même si elle n'est pas d'accord avec l'intégralité des points abordés, notamment l'article 2 qui veut que l'élevage des animaux de rente en cage, case, stall ou box, soit interdit à compter du 1er janvier 2025. De cela, les agriculteurs que Nicole Triss a rencontrés ne veulent pas. Ces vaches-là sont bien mieux logées que certains de nos concitoyens. Les associations animalistes, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Et eux, ils font du lobbying auprès de certains politiques.
À cela s'ajoute une proposition de loi du groupe EDS de Cédric Villani qui rajoute de l'huile sur le feu. On est tous d'accord pour dire que la PPL de Villani et du groupe EDS est complètement, d'abord elle est irréaliste, elle est ubuesque, elle est très populiste parce que voilà, c'est le côté mélo derrière. C'est complètement stupide. Il faut voir la réalité des choses. Par exemple, comment les éleveurs de lapins pourraient s'occuper de leurs animaux sans clapier. Pour les paysans que la députée a rencontrés, cette polémique est une nouvelle démonstration de l'agribashing dont ils s'estiment victimes. Une péripétie qui se rajoute aux différents maux dont ils souffrent, problèmes de rémunération, inquiétude par rapport au CETA ou encore à la réforme des retraites. Depuis une dizaine d'années, la fin de la saison au Jardin pour la Paix à Beach se termine par la transhumance. Il s'agit pour les moutons qui broutent sur les pentes de la citadelle de regagner leur quartier d'hiver. Une opération menée par Serge Klein et ses chiens de troupeau. Mais cette année, les moutons ont été particulièrement récalcitrants à quitter leur pâturage. Voici Mademoiselle Peach et son frère Peps. Ces deux border collies sont âgés de 18 mois. Aujourd'hui, c'est leur première sortie en public et leur première démonstration de meneurs de troupeau avec leur maître Serge Klein. Et pour coordonner le travail, Serge s'adresse à chacun de façon différente. Oui, j'en dresse une en anglais pour pouvoir travailler avec deux chiens pour différencier les ordres. Donc je la commande en anglais et je parle le français à mon jeune mâle. Mais tout ça, ce sont des codes qu'on met en place. Ça n'a aucune importance. On pourrait leur parler n'importe quel langage. Tout le challenge, c'est de mettre un code à chaque chien qu'il puisse comprendre pour pouvoir travailler dans des conditions très, très, très plaisantes, quoi. Avec les oies, les deux chiens se sont bien débrouillés. Mais dans quelques minutes, il faudra guider les moutons de la citadelle pour leur transhumance. La question revient toujours, est-il difficile de faire ça à des chiens? Je prétends que non. Il faut certainement de la passion, il faut y consacrer du temps, il faut y croire, il faut beaucoup apprendre sur soi aussi pour pouvoir faire de jolies choses avec les chiens. Et donc oui, ils ont beaucoup de choses innées, mais qu'il faut savoir faire exprimer. Et cette année, le travail n'a pas été de tout repos. Les moutons ont été plutôt récalcitrants. Il aura fallu 40 minutes pour assembler les bêtes et les conduire vers la sortie du parc. Les moutons regagnent ainsi leur quartier d'hiver sous les yeux du public qui est resté sous la pluie pour les voir passer. La transhumance, c'est donc la fin de la saison. Une saison écourtée puisque le jardin a ouvert ses portes qu'en juin. Mais plusieurs animations ont été proposées et surtout maintenues. Le public a répondu présent. Le bilan est plutôt positif. Une transhumance sous la pluie, des moutons qui ne veulent pas quitter les flancs de la citadelle, un marché paysan déplacé au marché couvert. Décidément, 2020 n'a rien épargné au Jardin pour la Paix et pourtant son bilan n'est vraiment pas mal. Cette année, malgré une ouverture tardive en juin, le Jardin pour la Paix a accueilli quelques 16 000 visiteurs. En juin, le public s'est fait plutôt rare, mais juillet enregistre une hausse de fréquentation de 20% par rapport à l'année précédente. À noter que plusieurs animations ont été proposées, des dîners sous les étoiles, des barbecues-concerts qui, à eux seuls, en 3 soirs, ont fait 500 entrées. Les pique-niques gastronomiques ont connu un grand succès également, tout comme les ateliers pour les enfants. Malgré la crise sanitaire, le programme d'animation et les grands rendez-vous comme la fête des bulbes ou la transhumance ont été maintenus. Une saison particulière mais tout de même réussie. Le Jardin pour la Paix ferme à présent ses portes jusqu'au printemps prochain. C'était le 22 avril 2017, la mise à l'eau un peu chaotique mais réussie d'Enjoy, la première maison flottante réalisée par la société Boat Home. Depuis, 4 maisons flottantes ont été mises à l'eau. Un 6e bateau est actuellement en construction à Sarralbe, dans les locaux de FB2M. Reportage de Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. Dream it, do it. Cette phrase est le leitmotiv de Guy Zins. Il a pensé à construire une maison flottante en juin 2015.
2 ans plus tard, son rêve est devenu réalité. Enjoy, le premier bébé de la société Bottom, a effectué un premier voyage périlleux par la route avant d'être mis à l'eau devant les yeux curieux de nombreux Sarregueminois. Cette étape-là aura été particulièrement compliquée. Quelques modifications et finitions auront été nécessaires pendant plusieurs semaines avant de s'élancer pour les premières croisières. Amarré à Strasbourg, Enjoy accueillera plus de 3000 visiteurs entre 2017 et 2018. Une deuxième maison flottante, First Dream, sera livrée en avril 2019. En décembre de la même année, le restaurant flottant Blue Flamingo sera ouvert à Strasbourg. Dans son sillage, Evolution sera mis à l'eau en mai 2020, puis Courage en septembre. Le 6e bateau est en construction à Sarralbe. Donc là, on est sur un 15 mètres. On est sur une habitation, donc ça va servir essentiellement à vraiment des personnes particulières. C'est pas professionnel, donc c'est vraiment aux besoins du client. Il sera personnalisé selon son besoin et ça sera vraiment comme lui le veut à l'intérieur. Il ne sera pas quelque chose de très industriel, c'est vraiment bien propre à lui-même, quoi. Les délais de construction sont réduits, le processus de fabrication est complètement industrialisé. Effectivement, aujourd'hui on est sur 4 mois après réalisation de la barge. Donc là la barge actuellement elle est brute, donc il y aura encore la peinture. Et après peinture effectivement on prendra 4 mois. À partir du moment où il y aura une structure métallique et bois qui viendra se poser dessus. Depuis les débuts de la société, de nombreuses évolutions ont eu lieu. Une nouvelle coque réétudiée par rapport au premier bateau pour améliorer la portance et la stabilité, une optimisation des zones de stockage et une immersion des moteurs électriques. Quel futur projet pour Boat Home? Comment se porte la construction du dernier bateau? Guy Zins répond à nos questions. Je me trouve en compagnie de Guy Zins. Guy Zins, une nouvelle maison flottante est en construction. Vous attendiez-vous à en produire autant en si peu de temps? Tout au début, non, certainement pas. Mais maintenant, au fil du temps, on a du succès. Les gens s'intéressent à nous. C'est un produit qui est dans l'air du temps. Il y a un vrai marché. Donc, on se rend compte aujourd'hui que les demandes arrivent tous les jours. Donc, on n'a pas une journée où on n'a pas une demande pour une exploitation commerciale, pour un bateau de plaisance, pour une habitation, pour un restaurant. Donc voilà, on est sur beaucoup de projets. Si tout ça, ça devait se réaliser, je ne vous dis même pas quelles sont les conséquences de l'organisation, de l'usine qu'il faudrait qu'on fasse pour faire face à cette demande. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les clients potentiels aujourd'hui pour des maisons flottantes? Alors très clairement, aujourd'hui, on a une approche sur la Belgique, sur Liège, pour faire une galerie d'art. Donc ce projet-là est très avancé. On a eu une confirmation donc, verbale le 30 septembre pour cette réalisation. Donc ça, c'est un projet 2021. Donc ça nous prendra déjà au moins 3 ou 4 mois de l'année prochaine. Et sinon, on a beaucoup de demandes à côté de celle-là, qui sont des projets un peu moins importants, des bateaux de 20 mètres. Donc là, je crois que j'en ai chiffré 4 ou 5 qui sont vraiment en cours de discussion finale. Quel est votre objectif? C'est voir le nombre de commandes exploser, construire plusieurs bateaux simultanément? Non, effectivement, il faut voir grand, mais quand même une croissance normale, donc sans faire des bonds en avant, y aller doucement. Je pense qu'aujourd'hui, on est une start-up, on a besoin d'y aller à notre rythme. On passe au week-end. Le club Espoir aéronautique de Sarreguemines inaugurait en grande pompe son nouveau hangar, construit l'hiver dernier. 300 mètres carrés d'espace pour faire face à la demande. Le projet était déjà dans les têtes dès 2018. On fait le point dans ce reportage. Le premier hangar avait été construit en 1914, le dernier en 1972. Le projet d'un nouvel espace émerge en 2018. Initialement, des pilotes d'ULM souhaitaient construire un petit entrepôt pour y stocker du matériel. Puisque nous n'avions pas la capacité de les abriter, et donc c'était un petit projet, une petite surface, et on a dit non, on va utiliser complètement la surface dispo pour faire un hangar qui accueillera non pas 2 ULM, mais 5 ULM. Les travaux démarrent en octobre 2019 et plusieurs entreprises locales s'y attellent. Les membres du club, déjà très investis, participent également pour les fondations. 6 mois plus tard, le local de 300 mètres carrés sort de terre, juste avant le confinement. Le tout
pour un total de 110 000 €, dont 44 000 financés par la ville. Comme il s'agit de partenaires extrêmement sérieux tout au long de l'année, qui participent aux différents événements que nous organisons, mais aussi qui sont exemplaires sur le plan de la formation, sur le plan des résultats, en ce qui concerne les résultats sportifs en catégorie senior, junior, l'ensemble nous a décidé. Et puis il y a une relation aussi au monde économique, comme cela a été souligné, puisque de temps en temps, certains atterrissages, certains avions arrivent en relation avec le monde économique et nos partenaires économiques apprécient cet équipement. Le reste a été financé sur emprunt. Pour rappel, le club comptabilise une centaine de pilotes qui pratiquent le planeur, l'avion à moteur et l'ULM. La fin d'année et la suivante seront marquées par des rénovations d'avions et le changement de quelques équipements pour être toujours au top. Et on reste dans le ciel, mais pour les prévisions météo cette fois-ci, et on se retrouve juste après pour la suite de nos reportages. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, Roland Garros oblige. Aujourd'hui, je me trouve près des cours de l'AS Sarreguemines Tennis. Hier soir, Hugo Gaston, tout jeune joueur de 20 ans, nous a régalé avec un match exceptionnel et inattendu contre le 3e joueur mondial, Dominic Thiem. Il s'est malheureusement incliné à l'issue du match aux portes des quarts de finale. J'étais pourtant persuadée qu'il irait plus loin et que cette année était une bonne année pour la France, puisque, pour l'anecdote, il y a 37 ans, c'était Yannick Noah qui remportait le trophée. 37 ans lui aussi, après le dernier Français vainqueur, Marcel Bernard. Et côté ciel pour demain, ce sont les nuages qui prennent l'avantage avec des pluies soutenues dès le début de journée. L'après-midi, on retrouve quelques éclaircies. Le vent continue de souffler, des rafales de 65 km/h sont attendues. Les températures restent en dessous des normales pour la saison avec 9 degrés au minimum et 14 degrés au maximum. Demain, nous fêtons les Bruneaux. Le soleil nous accompagnera de 7h40 à 19h58. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. L'association Cassin vous présente la nouvelle saison culturelle au Pays de Beach. Rendez-vous avec l'humour de la Bajon et les quinquas nerveux, de la country et du jazz, de la soul, mais aussi Gauvincer, Soldat Louis et Selkilt. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Fan du vintage ou simple curieux, la nouvelle expo Fayence Power au musée de Sarreguemines est faite pour vous. On vous laisse la découvrir à travers des images hautes en couleurs, c'est peu de le dire. Des couleurs pop,
Des motifs géométriques, une décoration audacieuse et un brin de nostalgie. Pas de doute, vous êtes bien dans les 70s. Pendant la visite, les collectionneurs s'arrêteront sur des petits détails. Les habitants ne cesseront de se remémorer leurs souvenirs et pourront même retrouver des pièces encore présentes chez eux. Le jeune public, lui, découvrira pour la première fois le mobilier et la faïence vintage. Toutes les productions sont d'époque, comme cet évier, et viennent des manufactures sarregueminoises. Les équipes du musée ont travaillé pendant 2 ans pour les retrouver et se sont basées sur des publicités. C'est aussi la première fois que vous pourrez toucher les œuvres et ouvrir chaque placard pour y découvrir assiettes, porte-savons et bien d'autres surprises. Et pour les visites commentées, les dates sont à retrouver sur le site internet du musée. Une expo à apprécier jusqu'au 19 septembre 2021. Un mois après la rentrée des classes, c'est l'atelier d'écriture en plate qui reprend. Proposé par la médiathèque communautaire de Sarreguemines, il contribue à sa manière à perpétuer la langue francique. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Et si on disait nachdem die Deutschen in Polen inmarschiert sind, nachdem die Deutschen am 1. September... Le plate fait son grand retour à la médiathèque. Arrêté net à l'annonce du confinement, le Schreibstube était très attendu par les participants. Eliane et Marie-Thérèse y sont inscrites depuis 3 ans. Ouais, ça fait quelques mois d'absence là. On s'ennuie à la maison, il n'y a plus rien qui se passe. Je ne pense pas que c'est une bonne chose pour les seniors. Voilà. Très contente de retrouver les autres également. Et comme dit, le patois, ça nous plaît, nous le parlons. C'est bien. Souvent parlé, le plate est plus rarement écrit. Dans cet atelier, mis en place en 2008, les participants travaillent sur un projet concret, la traduction de la bande dessinée La Moselle, une terre d'histoire, de Charlie Dame et François Abel. Ce qui est écrit, c'est quelque chose qui reste. Ce qui est parlé, à moins d'en avoir des traces comme vous le faites enregistrer, mais je dirais que l'écrit est encore plus accessible à tout le monde. Chaque personne a quelques pages à traduire. Lors de l'atelier qui se déroule une fois par mois, elles mettent leur travail en commun et passent à la correction. Tu mets EH au lieu de 2 E. Le fehlen, c'est EH, donc on met EH. Encore quelques mois de travail seront nécessaires pour traduire l'ensemble de l'ouvrage. La Halle Verrière de Meisenthal a continué sur sa lancée avec un plateau rock samedi soir sur la scène de la Boîte Noire. 3 groupes qui auraient dû jouer en avril dernier et la date avait été reportée. Un gros dispositif sanitaire a été déployé avec notamment des places assises attitrées. De quoi rassurer les derniers indécis. Regardez. Uncut, Shuffle et Clone. 3 groupes qui ont fait vibrer la scène de la Halle Verrière et le public le temps d'une soirée. Côté organisation, c'était le 3e rendez-vous musical depuis la reprise. Le tout avec un dispositif sanitaire complet pour accueillir le public. Dans une salle comme chez nous, qui est une salle récente avec effectivement un renouvellement d'air permanent, donc on sait qu'on répond à 100% effectivement au dispositif sanitaire qui a été mis en place. C'est vrai que le mot d'ordre là pour nous, c'est de rassurer le public, de leur montrer que c'est possible. Et tout a été respecté. Sens de circulation, distributeur de gel, port du masque, élargissement du bar, mais aussi une particularité, des places assises attitrées pendant le concert. On place effectivement les gens par groupe comme ils arrivent, on laisse effectivement un siège de distanciation par groupe pour que les gens restent ensemble et reprennent une même place tout au long du concert. Donc on ne les empêche pas de se lever pour aller à un moment donné aux toilettes bien sûr ou au bar. Ne pas être debout veut dire pas d'attroupement dans la fosse ou de pogo, plutôt monnaie courante pour ce type de concert. Alors pour effacer rapidement la distance, les musiciens ont tout donné, le public encore plus. En écoutant à fond et en bougeant la tête et en passant du bon temps. Oui, même si on est assis, je pense pas que ça nous empêche vraiment de vivre un concert. Et comme dit, vu que c'est du rock atmosphérique, on va aussi bien planer, je pense. Le son, il est nickel et
Et rien que voilà, d'être en live dans un concert, ça fait du bien, ça fait plaisir, l'ambiance est là. On ne s'attendait pas forcément à ça quand on a passé les portes, mais bon, on s'y fait aussi, il y a de l'ambiance, il y avait beaucoup de monde, et voilà, il y a des applaudissements, les gens sont là. Et un public au rendez-vous, c'est aussi soutenir la scène locale et les artistes, souvent oubliés ces derniers mois. Ambiance exceptionnelle, je pense qu'on ne fera pas ça souvent, dans le sens où ça fait bizarre un peu de jouer devant des gens assis quand on fait du rock comme on fait. Après, vu qu'on n'a pas beaucoup joué cette année, nous on a grave kiffé le moment, quoi. Une reprise qui fait donc du bien au moral. À part les concerts de Skip the Use et de Marcel et son orchestre, qui ont été reportés en 2021, la programmation reste d'actualité. Prochain concert, le samedi 10 octobre avec Léon Falquintet pour du jazz, ou encore le 20 novembre pour voyager à travers les textes de Louisville. Dirigeons-nous maintenant du côté des terrains de foot. La section féminine du SFC rencontrait le FC Porte de France. Alors contrairement à ce que l'intitulé de la rencontre peut laisser penser, ce n'était pas un derby. Ici, cette Porte de France n'est pas fort-bachoise, mais vient du côté de Thionville et Terville. Un match qui nous a aussi permis de nous interroger sur la place qu'occupe désormais le football féminin dans le monde du ballon rond. Reportage. Joue-la comme Beckham. En 2002, ce film mettait en lumière une pratique du football féminin encore anecdotique. 18 ans plus tard, même si tout n'est pas encore rose, la situation a bien changé. Les sections féminines se développent. Ici, le SFC affronte le club Porte de France, venu de Thionville et Terville, dans le cadre du championnat de Régional 2. Et sur le terrain, la motivation des joueuses n'a rien à envier à celle de leur double masculin. Nous, on ne vient pas pour jouer aux cartes, on vient pour gagner, pour monter et pour essayer de grimper les échelons, même si c'est difficile. Au bord du terrain aussi, il est palpable que le genre importe peu dans les émotions fournies par le foot. Il suffit de demander des précisions sur l'état d'esprit de l'équipe pour retrouver les mêmes réponses que pour n'importe quel match masculin. On a déjà dans l'esprit le match de la semaine prochaine, où en Coupe de France on va jouer les Stacks 3. Donc on a plus les Stacks 3 dans la tête que le match d'aujourd'hui et c'est ce qui est dangereux pour nous. Sur le terrain, chaque équipe a ses pépites, ses joueuses locomotives apportant leur talent et leur expérience au collectif. Si l'échelon Régional 2 n'est pas le plus élevé qu'il existe, c'est déjà un niveau très relevé des compétitions féminines. Certaines ont déjà joué au niveau national et elles veulent encore se démarquer, montrer de quoi elles sont capables, ce qu'elles ont pu faire déjà les précédentes saisons. Et puis pour d'autres qui justement découvrent la R2, c'est continuer à progresser et à montrer qu'elles sont capables de jouer à ce niveau-là. Ultime preuve, s'il le fallait que le football féminin ne se démarque plus, chez les femmes aussi, le mercato peut être difficile à boucler. Le SFC par exemple est toujours à la recherche d'une joueuse clé. On recherche encore une gardienne, c'est vrai que c'est une denrée rare, trouver une fille qui veut bien jouer à ce poste, qui a des compétences pour le niveau R2. Donc s'il y a une fille qui a ces capacités-là, elle est la bienvenue. En attendant, c'est le coach de l'équipe sarregueminoise, Mélisse Rosella, qui a pris ses responsabilités et endossé le rôle de gardienne. Elle a mené son équipe vers la victoire. Sarreguemines l'a remporté 3-2. C'était une grande rencontre pour l'entente jeune Le Fort Verrier. Vendredi soir à Beach, les jeunes joueurs du club local ont pu échanger avec l'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, Marie-Georges Buffet, et l'ancien arbitre Robert Wurtz. Plusieurs thématiques ont été abordées. Retour sur la soirée avec Thibaut Desmerlet. Marie-Georges Buffet, Robert Wurtz et Philippe Bruet. 3 personnalités, un débat. À la salle du Mille Club à Beach, la soirée a été organisée par l'entente jeune Le Fort Verrier et son président Lionel Schneider. Les jeunes joueurs U13, U15 et U17, avec les éducateurs et les élus, ont eu l'occasion d'échanger avec l'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports et le célèbre arbitre. C'est Philippe Bruet, journaliste sur la chaîne OLTV, qui a animé la discussion. Les 3 ont fait le déplacement bénévolement pour rencontrer le club local. La députée a souligné l'importance du football amateur. C'est là que se joue quelque part le sport. Là, c'est de tous et toutes autres sports, c'est par les clubs locaux. Et les champions et championnes dont on va parler dans les grandes compétitions, la Ligue des champions, les Jeux olympiques, les championnats du monde, ils ont commencé dans un club local. Si on assèche les clubs locaux, il n'y a plus de champions et de championnes, il n'y a plus de grands événements sportifs.
L'ancien arbitre international Robert Wurtz revient pour la seconde fois à Beach. C'est pour lui un défi que de s'adresser à une aussi jeune génération, mais c'est avec plaisir qu'il partage son vécu. Je pense que la meilleure façon, ce sera de leur rappeler la façon dont j'ai vécu des souvenirs marquants de l'arbitrage et pour montrer un peu comment étaient les rapports humains de l'époque et ce que l'on peut en apprendre. L'objectif de la soirée, en plus de partager des expériences de vie, est de sensibiliser les jeunes sur la lutte contre le dopage, la lutte contre le racisme et plusieurs autres thématiques. C'était aussi les retrouvailles pour Marie-Georges Buffet et Robert Wurtz, qui ne se sont pas revus depuis 2002, quand elle lui avait remis la Légion d'honneur. Et l'info continue sur votre chaîne locale. Vous détenez une info, une actualité. N'hésitez pas à nous contacter par mail à contact@m-c.tv ou au standard, tout simplement. Vous êtes toujours plus nombreux sur Facebook également et on vous en remercie.